psychosociaux et bien-être au travail, alliés conformité et performance organisationnelle. Ce webinaire sera présenté par Johanna Dallaire, manager consultant de santé, et Gabrielle Bryant, consultant de santé. Avant de commencer le webinaire, pouvez-vous me confirmer que dans le chat, que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Attendez une petite seconde. Merci. Un petit rappel. Donc, si jamais vous avez des problèmes pour vous connecter, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone portable via le numéro indiqué dans le mail de confirmation que vous avez reçu. Et pour toutes les questions, vous pouvez les poser dans l'onglet « Questions » en haut à droite de votre écran et nos experts y répondront en fin de session. Johanna, Gabrielle, la parole est à vous. Merci Tatiana. Alors, comme elle a dit, bonjour toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au croisement de la santé, de la performance et de la conformité. Comment les organisations peuvent gérer efficacement les risques psychosociaux et promouvoir le bien-être au travail. L'objectif est de montrer comment ces facteurs sont directement liés à la productivité, à la résilience et au succès de l'entreprise. Chez International SOS, notre rôle est d'accompagner les organisations pour qu'elles protègent la santé et leurs collaborateurs tout en soutenant de la performance. Nous les aidons à répondre aux obligations réglementaires, mais aussi à créer des environnements de travail où chacun peut bien travailler et se sentir bien. Alors, comme on a dit, nous sommes ici aujourd'hui pour parler des risques psychosociaux et de leur lien étroit avec le bien-être des employés, la performance au travail et donc la réussite de l'organisation. Le constat est clair. Lorsque les collaborateurs évoluent dans un environnement psychologiquement sûr et soutenant, ils sont plus engagés, créatifs et productifs. À l'inverse, lorsque ce n'est pas le cas, les conséquences sont mesurables et significatives. Commençons par la situation en France. Les risques psychosociaux ou RPS comptent parmi les principales causes d'arrêt de travail de longue durée. Le stress et le burn-out représentent près d'un tiers de ces absences, souvent directement liées au travail. En Europe, près de 45% des salariés déclarent être exposés à des risques psychosociaux pouvant nuire à leur santé mentale. Et à l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, estime que la mauvaise santé mentale coûte l'économie mondiale environ 1 000 milliards de dollars par an en perte de productivité. Gérer les risques psychosociaux n'est donc pas seulement une obligation morale ou légale, mais c'est aussi un levier stratégique de performance. Du coup, que sont les risques psychosociaux? Un petit rappel. Les risques psychosociaux découlent de la manière dont le travail est conçu, organisé et encadré, mais aussi de l'environnement social et culturel dans lesquels ils exercent. Quelques exemples, les exigences du poste, le degré d'autonomie, la reconnaissance, comme l'absence de retour ou d'appréciation, la gestion du changement, notamment la façon dont les transitions sont accompagnées, et le travail et isolement. Lorsque ces éléments sont déséquilibrés, ils peuvent entraîner stress, désengagement, épuisement professionnel, absentéisme ou turnover, avec un impact concret sur le bien-être et la performance. Du coup, la manière dont les risques psychosociaux sont gérés et encadrés évolue rapidement et différemment selon les régions du monde. Quelques exemples. En France, la santé mentale est désormais une priorité nationale, renforçant l'importance de la prévention des risques psychosociaux dans la politique de santé au travail. En Espagne, les autorités accentuent leur vigilance en élargissant les responsabilités et le contrôle des employeurs. Et au Brésil, une nouvelle loi adoptée en 2025 rend la gestion des risques psychosociaux obligatoire avec des inspections proactives
de mai 2026. Ces évaluations montrent comment les gouvernements passent de la recommandation à la réglementation, faisant de la gestion des risques psychosociaux un pilier de conformité. Alors, à l'échelle mondiale, le cadre réglementaire reste très diversifié. Des pays comme l'Australie, la Belgique, le Danemark ou les Pays-Bas imposent déjà des évaluations obligatoires et des contrôles proactifs. D'autres, comme l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, l'Espagne ou le Royaume-Uni, ont intégré la prévention des risques psychosociaux dans leurs lois de santé et sécurité au travail. Mais en France et en Suisse, les risques psychosociaux ne sont pas toujours nommés explicitement, mais ils relèvent du devoir général de protection de la santé physique et mentale. Pour les organisations internationales, ce patchwork de réglementaires crée une réelle complexité. Alors, pour être plus précis, comme nous venons de le voir, les risques psychosociaux sont reconnus partout, mais leur traitement varie considérablement selon les pays. En France, ils s'inscrivent dans l'obligation générale de protéger la santé physique et mentale via le document unique d'évaluation des risques professionnels, ou le DOERP, intégré à la gouvernance santé au travail. En Belgique, l'approche est plus structurée et prescriptive, avec des analyses obligatoires, des plans de prévention et des consultations formelles des employés. Et en Allemagne, les risques psychosociaux font partie de leur réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Et en Allemagne, ils font l'objet de contrôles, bien que ce contrôle ne soit pas encore systématique ni structuré pour une inspection proactive, comme c'est le cas en Belgique. Et au Brésil, comme on a dit avant, ils ont reformé sa réglementation en matière de santé et sécurité au travail, ou le NR1, afin d'y inclure explicitement les facteurs de risque psychosociaux. Cette évaluation constitue une avancée majeure dans la politique de la santé au travail, obligeant les employeurs à évaluer et prévenir ces risques à partir de mai 2025 et avec la mise en place des mécanismes d'inspection proactive prévus pour mai 2026. Ces exemples montrent que même lorsqu'ils abordent le même sujet, les interprétations, les exigences et les modalités d'application diffèrent fortement. Alors, notre vision. Nous assistons aujourd'hui à un changement majeur. La santé mentale devient une obligation formelle en matière de santé et sécurité au travail. Les autorités qui agissent de l'Union européenne, de l'Australie ou du Brésil intègrent désormais les risques psychosociaux dans leur législation. Le stress, l'épuisement professionnel, le harcèlement ou les traumatismes sont reconnus comme de véritables risques professionnels soumis à inspection et gouvernance. C'est entendant. On passe de la sensibilisation à la responsabilité et l'action. Les organisations doivent désormais mesurer, suivre et gérer ces risques comme tout autre risque de sécurité. La culture, le leadership et l'inclusion font désormais partie de la conformité. Et en d'autres termes, la santé mentale est entrée au cœur de la gouvernance organisationnelle. Alors, c'est quoi les implications pour les entreprises? Alors, qu'est-ce que signifie concrètement pour les entreprises? La pression réglementaire s'intensifie. La non-conformité entraîne désormais des risques juridiques, financiers et réputationnels. Les organisations doivent prouver qu'elles gèrent proactivement les risques psychosociaux. En parallèle, les attentes augmentent. Les investisseurs et parties prenantes attendent des entreprises qu'elles intègrent ces risques dans une démarche de responsabilité sociétale. Et la performance est directement concernée. Lorsque ces risques ne sont pas pris en compte, la productivité chute,
l'absentéisme augmente et la fidélisation devient plus difficile. Le défi et l'opportunité consistent à trouver une approche globale, efficace et rentable qui relie conformité, bien-être et performance. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment mesurer concrètement ces risques psychosociaux de manière cohérente à travers les différents contextes? Alors, il y a plusieurs façons de mesurer les risques psychosociaux. Il y a les indicateurs quantitatifs, comme l'absentéisme, turnover, les accidents au travail et les arrêts maladie. Il y a aussi les méthodes qualitatives, comme les entretiens, les groupes de discussion et les observations sur site. En plus, on a des questionnaires validés, comme le Karasek, Sigrist, COPSOC ou PSC12, qui évaluent la charge de travail, le contrôle et la reconnaissance et la culture. Selon les pays, ces approches sont encadrées et appliquées différemment. Par exemple, en France, la mesure est guidée par le Code du travail et intégrée au DWERP, avec la participation de RH, de HSE et des représentants du personnel. L'objectif est toujours le même, de transformer les perceptions en données exploitables pour agir. Alors, comme on a discuté avant, il y a de nombreux outils qui existent pour mesurer les risques psychosociaux, comme le Karasek et Sigrist qu'on voit souvent utilisés en France, ou encore le COPSOC ou le PSC12 et le Maslach Burnout Inventory à l'international. Et chacun explore une dimension différente du travail et du bien-être, ce qui montre à quel point ce champ est vaste et multidimensionnel. Avec tous ces éléments, la mise en œuvre reste un vrai défi pour de nombreuses organisations. D'après notre expérience, les principales difficultés concernent la multiplicité des outils et approches, comme on a dit avant. Il en existe tellement qu'il est difficile de choisir ou de comparer les résultats. La diversité réglementaire et culturelle qui rend l'alignement global complexe. La difficulté de déterminer qui porte le sujet, car le RPS concerne à la fois RH, la HSE et le management. Et même avec des bonnes données, la stigmatisation, la faible participation et les doutes sur le retour sur investissement freinent le passage à l'action. Nous reconnaissons la complexité que cela représente, mais notre rôle est justement d'aider les organisations à y voir clair, à rassembler les bons acteurs et à définir une feuille de route conforme, claire et efficace. Joanna? Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette excellente présentation. Du coup, nous allons passer à la présentation de notre solution. Et avant de vous présenter notre solution, je voulais savoir de votre part, voilà, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui en tant qu'entreprise? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des entreprises multinationales. Donc, comment est-ce que vous gérez en interne ce patchwork, comme le disait Gabriel, ou ces évolutions qui n'arrêtent pas en termes de législation des risques psychosociaux? Est-ce que vous avez une démarche qui est plutôt structurée ou c'est plutôt au cas par cas? Donc voilà, je voulais voir si vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, au chat. Je vais peut-être vous donner quelques petites secondes pour le faire. Ok, merci beaucoup. Je pense que Tatiana nous en fera part tout à l'heure lors des questions et réponses. Donc, notre solution
et qu'est-ce qui rend notre approche vraiment unique chez International SOS? D'abord, c'est une approche qui est intégrée et globale. Concrètement, notre solution, elle permet d'évaluer un ensemble complet d'aspects. Donc, les risques psychosociaux qu'évoquait Gabriel, mais également la santé, les comportements et bien sûr la performance. Donc, grâce à un seul questionnaire, nous couvrons, si vous voulez, l'ensemble des obligations légales locales dans les marchés ou les pays où les organisations sont présentes. Donc, cela permet à l'organisation non seulement de comparer les résultats entre pays, mais également d'avoir une approche plus efficace et plus économique en évitant, si vous voulez, de faire appel à plusieurs prestataires différents. Bien sûr, notre questionnaire évolue régulièrement, vous l'avez bien compris, afin de suivre les changements des lois qui sont en évolution permanente. Notre questionnaire est également aligné avec la norme ISO 45003, multilingue, conforme aux normes RGPD et bien sûr garantit l'anonymat total des participants. Ensuite, notre solution va, si vous voulez, au-delà de la conformité. Nous mesurons directement, à travers le questionnaire, des indicateurs clés comme la rétention et la productivité. Nous analysons les liens entre ces indicateurs de business, si vous voulez, et les risques identifiés afin de déterminer ceux qui ont le plus d'impact, car cela nous permettra de vous fournir des données concrètes et exploitables pour agir efficacement, non seulement sur les indicateurs qui impactent la santé des employés, mais également sur les indicateurs qui impactent la performance au sein de votre organisation. Nous proposons 2 types de rapports. Donc, d'une part, un feedback individuel pour chaque participant avec des recommandations personnalisées, rédigées dans un langage clair et accessible. Ce rapport est personnalisable pour pouvoir intégrer vos solutions internes qui sont déjà existantes. D'autre part, nous proposons un rapport agrégé au niveau de l'organisation avec des recommandations ciblées et des priorités d'action. Nous pouvons, et d'ailleurs c'est une recommandation, compléter cette analyse par des entretiens qualitatifs focus group, afin d'identifier les causes profondes des risques et affiner les recommandations. Souvent, je dis aux clients, les données nous donnent une image de ce qui se passe, mais il faut vraiment aller sur le terrain et échanger avec les individus pour avoir une vision plus éclairée en fait des risques ou des causes profondes pour pouvoir mettre en place des actions qui sont percutantes. Donc enfin, l'ensemble des résultats s'accompagne bien sûr d'un plan d'action clair et priorisé pour vous aider à agir concrètement et améliorer durablement le bien-être et la performance au sein de votre organisation. Gabriel? Merci beaucoup. Les points clés à retenir, c'est que notre questionnaire nous a un lien unique, un QR code unique pour permettre l'accès sans collecte d'adresse IP. Donc voilà, c'est anonyme, ça permet la confidentialité. Par expérience également avec nos clients, ça permet aux syndics, aux organisations syndicales de se rassurer quant à, si vous voulez, la protection des données et de la sécurité de l'information. D'une autre part, nous utilisons des outils, des questions qui sont validées scientifiquement, ce qui nous permet également de faire un benchmarking avec les outils qui sont utilisés avec les pays au niveau national, mais également avec les entreprises qui travaillent avec nous, donc un benchmarking, si vous le souhaitez, avec l'industrie similaire à la vôtre. Et enfin, bien sûr, les outils que nous utilisons sont adaptés culturellement et nous sommes capables de les mettre en place, ou les outils que nous avons choisis sont des outils que nous pouvons déployer sur un niveau global, étant donné que vous êtes notamment des organisations multinationales. Gabriel? Donc voilà, nous allons vous montrer une petite étude de cas. Donc pour une organisation dans un pays identifié comme étant un risque clé, nous avons mis en place une analyse complète qui combinant un questionnaire quantitatif ainsi que des entretiens qualitatifs. Donc on a eu 2500 répondants à l'enquête client pour ce pays spécifique
avec un taux de réponse autour de 50%. Donc, 2 messages clés. Cette approche mixte entre le quanti et le quali nous a permis de mieux comprendre les facteurs de risque, aussi bien à travers les données chiffrées que les retours terrain. Et d'une autre part, le taux de réponse a été élevé grâce d'une part à notre accompagnement sur la stratégie de la communication interne, mais surtout la forte implication de l'organisation qui a mis en place une communication locale claire et engageante. Donc, je dirais l'expérience que ce travail conjoint a permis d'obtenir des résultats riches et représentatifs, mais surtout d'identifier des actions ciblées pour réduire les risques dans ce pays. Gabriel ? Merci beaucoup. Donc, sur cette diapositive, vous voyez une matrice sur laquelle il y a les différents niveaux de risques psychosociaux que nous avons analysés pour cette population. À première vue, certains risques semblent apparaître comme étant faibles quand on regarde en termes de la population générale. Mais si nous faisons une analyse plus en détail, les personnes les plus exposées au burn-out, par exemple, on découvre que certains risques qui peuvent apparaître faibles au niveau global sont en réalité très liés aux problématiques de burn-out. Cela montre qu'il est important de faire, si je peux me permettre, une analyse à 2 niveaux. D'une part, évaluer les risques à l'échelle de toute la population et mettre en place des actions pour les risques qui s'avèrent modérés ou élevés, non seulement parce que il faut le faire au niveau de la loi, mais également parce qu'il faut le faire afin que ces risques ne s'accentuent pas et n'entraînent pas et n'impactent pas la performance. Mais d'autre part, d'aller plus loin, au-delà des moyennes que nous voyons ici sur la population générale, pour repérer les zones cachées à haut risque et agir de manière vraiment très ciblée. Donc, grâce à ce niveau d'analyse précis, on aide l'organisation à se concentrer sur les vraies priorités. Et à mettre en place des actions qui sont ciblées, là où l'impact est vraiment le plus fort. Diapositive suivante. Merci. Donc, quand on a fait notre analyse, après avoir examiné l'ensemble des risques psychosociaux, et comme vous savez, il y en a beaucoup à analyser, on identifie les risques globaux qui sont les plus fortement liés au risque de burn-out. Par exemple, ici, concrètement pour cet exemple, lorsque nous avons analysé l'ensemble des risques psychosociaux, 3 risques psychosociaux sont vraiment ressortis d'une manière très importante. Par exemple, la gestion du changement ressort clairement comme étant un facteur clé, comme on l'a vu d'ailleurs dans la diapositive précédente, à la fois au niveau global, mais comme on le voit ici, également chez les personnes identifiées à haut risque de burn-out. Notre analyse met également en évidence d'autres risques, comme la justice organisationnelle ou le manque de reconnaissance, qui, eux, ont un impact important sur la population à risque d'épuisement, mais pas pour autant un impact sur la population générale. Donc, cette approche nous permet donc de cibler les priorités et les risques sur lesquels il faut agir en premier. Et ensuite, on va encore plus loin, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment lorsqu'on parle de changement, de gestion de changement, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la notion de gestion de changement? Est-ce que la problématique vient d'un manque de communication, de politique de changement? Est-ce que c'est un manque de soutien managérial? Et généralement, on obtient ces réponses grâce aux questions détaillées dans les questionnaires, mais également à travers des entretiens qualitatifs qu'on recommande de mettre en place si possible. En creusant ainsi, on peut identifier précisément les causes et proposer des actions ciblées avec le plus grand impact sur la prévention du burn-out et donc un plus grand impact sur la performance au sein de l'entreprise. L'idée étant vraiment de passer du global au spécifique pour agir là où ça compte le plus. Diapositive. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, cette slide montre une autre analyse qui permet d'identifier des liens précis entre différents indicateurs clés et surtout avec la performance. Donc, comme on l'a dit ultérieurement, à travers notre questionnaire, nous sommes capables de calculer la performance, le risque d'absentéisme ainsi que la rétention. Concrètement, nous croisons les données entre elles et on observe ici, par exemple, sur le graphe à gauche, comment le risque de burn-out évolue selon différents profils démographiques. Par exemple, pour un pays, une fonction, un niveau hiérarchique ou une tranche d'âge,
Dans cet exemple-ci, on voit que pour certains groupes, un risque de burn-out plus élevé est associé à une performance plus faible. Donc, lorsqu'on est en un risque bas de burn-out, la performance basse est de 10% et elle double pour cette démographie spécifique lorsque la personne est en risque de burn-out élevé. Et bien sûr, vous allez me dire comment ça se fait qu'on passe de 30% à 39% pour ceux qui ont une performance élevée. C'est normal pour cette démographie spécifique, dans ce pays, dans cette fonction, les personnes les plus performantes sont souvent à risque de burn-out plus élevé. Ce type d'analyse nous permet donc de comprendre où les risques sont les plus concentrés et quels sont ceux qui impactent le plus directement les indicateurs business. Cela aide à identifier les populations les plus vulnérables niveau santé et à orienter également les actions de manière plus ciblée et plus efficace pour une meilleure performance. Donc, en résumé, on passe d'une vision globale à une approche segmentée, stratégique, qui permet de savoir exactement où agir pour avoir le plus d'impact. Gabriel. Merci. Donc, voici les 4 points clés à retenir. C'est que les réglementations sur les risques psychosociaux évoluent rapidement. Vous l'avez bien noté. De nouvelles réglementations et des attentes croissantes font que ces éléments sont vraiment des enjeux qui sont désormais essentiels pour la conformité, la performance et la réputation de votre organisation. Deuxièmement, l'évaluation est la première étape, donc des évaluations rigoureuses au sein de votre organisation qui vont permettre de transformer des facteurs de stress invisibles, des risques psychosociaux en priorité claire pour les actions ciblées, qui est le troisième point. Donc, ça va permettre de mettre en place des actions ciblées. Donc, les évaluations doivent déboucher sur des échanges constructifs et des prochaines étapes claires. Et quatrième point, suivi et évaluation pour une amélioration durable. Donc, il faut faire cette évaluation, certes, pas une fois, mais une fois qu'on a déterminé les actions à mettre en place, ensuite faire un suivi pour s'assurer que ces risques que nous avons identifiés comme étant un haut risque, passer à modéré ou même faible si possible. Prochaine étape. Merci beaucoup. Donc, à quoi ressemble ce parcours? La phase 1, la phase 1 ou 2, c'est vraiment l'évaluation. Donc, une évaluation quantitative, comme on l'a démontré précédemment, donc à travers un questionnaire, et ou avec une évaluation qualitative. Donc, ça peut être des groupes de discussion, donc focus group, des entretiens individuels, où on permet en fait de relier les deux pour vous donner un rapport concret avec qui vous permet d'identifier vraiment ce qu'on appelle en anglais les root causes, donc les causes profondes